Je vais inviter ma collègue, qui est la co-animatrice de ce soir, Frédéric Moisan, et également nos trois panélistes. Je vous invite à venir sur scène, à vous installer. Et je vous reviens après. On va avoir une période d'échange, de discussion avec vous dans la salle. Alors, ça risque d'être fort intéressant. OK. Bonsoir. Êtes-vous bien? Super. On est C'est vraiment décontracté. OK. Alors, oui, comme Félix le disait, le panel de ce soir, c'est le premier de la toute nouvelle série Changement de cap. Ceci dit, il s'inscrit dans la continuité d'un panel qu'on a fait en ligne au printemps dernier, qui portait sur... En fait, on avait invité trois professeurs universitaires à venir jeter les bases historiques sur... je parle pas assez fort. Parfait. C'est bon. À venir jeter les bases historiques actuelles et futures de l'économie sociale comme projet de transformation socio-écologique. Puis ce panel-là, en fait, il est disponible en ligne sur notre chaîne YouTube du Pôle CN. Donc, si vous voulez aller voir justement qu'est-ce qui est les fondements historiques du mouvement de l'économie sociale, je vous invite à aller regarder ça. Et donc, le panel de ce soir, c'est dans la continuité, comme je disais, de ce panel-là. Je vais juste rappeler certains éléments avant qu'on commence pour mettre à la table le panel qui va suivre. Donc, à titre de rappel, l'économie sociale, à ses origines au 19e siècle, était fondamentalement anticapitaliste et pour la justice sociale. Et donc, aujourd'hui, en fait, l'économie sociale a pris un tournant beaucoup plus entrepreneurial. On voit naître un peu partout au Québec des initiatives citoyennes, des projets avec des missions sociales très variées qui visent généralement à offrir des alternatives à ce qui est déjà offert dans l'économie de marché. Donc, on est passé d'un mouvement qui se définissait davantage comme un projet politique fort vers un modèle qui est plutôt entrepreneurial avec des entreprises qui se définissent par leur mission sociale, mais qui adoptent quand même les logiques, les normes puis les pratiques des entreprises capitalistes. Donc, il y a certaines composantes de l'économie sociale qui s'éloignent des mouvements sociaux qu'il avait fait naître au départ. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va poursuivre le panel ce soir. On va avoir des réflexions, on va s'interroger à la place du militantisme dans le mouvement de l'économie sociale pour une transition socio-écologique, en s'inspirant cette fois-ci de la perspective terrain de nos trois panélistes. Donc, je suis accompagnée de Lilou, qui est ici ce soir comme présidente de l'aile jeunesse du chantier de l'économie sociale et comme militante pour la justice sociale. Samuel, citoyen engagé et, entre autres, militant pour un centre social autogéré à Québec. Et Aliénor, qui est ancienne co-gestionnaire de l'épicerie coopérative Le Haricot Magique et également militante. Donc, pour commencer, j'aimerais que vous puissiez vous présenter, parlez-nous de votre parcours rapidement, 2 minutes par personne, juste pour que vous puissiez nous transmettre c'est quoi vos engagements actuels ou passés, puis comment votre parcours militant vous a conduit à l'économie sociale. Est-ce que tu veux commencer, Lilou? Je peux. On a chacun le micro. Est-ce que... Oui, ça marche. Génial. All right. Vous m'entendez bien? Parfait. Bonjour, oui, moi je m'appelle Lilou. J'ai commencé, en fait, moi je viens pas du tout du milieu de l'économie sociale, moi je viens plus du milieu écolo, de la transition socio-écologique. Et c'est ça, j'ai commencé à militer en 2019 quand il y a eu tout le mouvement des grèves étudiantes pour le climat. J'ai commencé à m'impliquer là. Puis ensuite, il y a eu la COVID qui a mis un gros frein au mouvement, qui a plongé beaucoup de personnes dans la dépression. Et que, en fait, moi, ça m'a
je voyais pas nécessairement d'issue. Je savais qu'il fallait faire quelque chose. J'étais convaincue, mais je voyais pas nécessairement les pistes de solutions. Puis dans un cours, je suis tombée sur l'économie sociale par hasard, puis j'ai vu genre plein de potentiel, en fait, dans cette avenue-là, en termes de transformation sociale, de pouvoir bâtir des choses qui sont pas nécessairement corrompues ou destructrices. Fait que, tu sais, moi, c'est ça le potentiel que je vois dans le milieu, le mouvement de l'économie sociale, mais je pense que c'est un potentiel dont il faut se saisir, qui n'est pas nécessairement, qui vient pas d'office avec l'économie sociale, puis il faut comme pousser un peu pour aller chercher. Fait que c'est ça. Sinon, moi, je milite aujourd'hui pour la défense d'un terrain vague dans Hochelaga-Maisonneuve, région de Montréal. Donc, contre l'agrandissement du port de Montréal. Donc, ça, c'est plus dans mon quartier. Puis sinon, je m'implique aussi avec un mouvement qui s'appelle les Soulèvements du fleuve. Donc, voilà. Merci. Samuel. Bonjour, je m'appelle Samuel. Moi, j'ai commencé à m'impliquer comme beaucoup en 2012 avec la grève. C'est ça qui m'a politisé d'abord. Puis après, mon implication a beaucoup passé par... quand j'habitais dans un projet collectif à Sherbrooke, puis on était dans un projet qui était très ouvert sur la communauté. On organisait des événements hebdomadaires pour la communauté. Puis finalement, aujourd'hui, mon implication se traduit plutôt de deux façons. Là. D'un côté, plus dans des projets d'agriculture. Je suis sur le CA de Protecteur, qui fait de l'accompagnement en fiducie d'utilité sociale agroécologique. Je suis également fiduciaire à la Fiducia des Vallons d'en haut dans l'Anaudière, impliqué dans le projet le mouvement pour des fermes pérennes. Puis d'un autre côté, je suis impliqué dans les luttes urbaines avec le Centre social autogéré ici à Québec, puis avec le collectif Agora, que vous avez peut-être entendu parler aussi. Fait que c'est ça. Voilà. Bon, ben, est-ce que vous m'entendez? Oui? OK, parfait. Bon, ben, bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Aliénor. Je suis ici parce que j'étais la co-gestionnaire du Haricot Magique, qui a malheureusement fait faillite il y a quelques mois. Moi, je suis tombée dans la marmite de l'économie sociale il y a environ 10 ans, quand il y avait eu la crise des réfugiés syriens à Québec. J'ai senti en moi une pulsion. Là, je devais absolument être utile et aider. Donc, je suis tombée là-dedans et j'ai tout de suite compris que pour vraiment aider, en fait, il fallait que j'aide le centre qui les accueillait. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans le recrutement de bénévoles et puis faire monter le bénévolat. Puis on a réussi à passer de 30 à 200 bénévoles en très peu de temps, mais c'est sûr que ça se gère. Donc ça, c'était ma première grosse expérience. Puis ensuite, il y a eu la COVID. Puis là, je faisais mon épicerie au Haricot Magique. J'étais une membre régulière et puis j'ai compris qu'ils avaient besoin d'aide. Donc je suis arrivée avec mon expérience de gestion de bénévoles. Puis je leur ai dit que ça me tentait de les aider. Donc j'ai commencé comme ça. Donc j'ai commencé comme membre, ensuite comme bénévole, ensuite comme super bénévole, ensuite comme membre du CA. Puis après, j'ai pris la co-gestion du Haricot. Et puis voilà. Merci. Et en fait, quand on parle de militantisme et d'économie sociale ou d'entreprise d'économie sociale, on peut avoir percevoir ça ou vivre ça de manière différente d'une personne à l'autre. Donc, j'aimerais d'abord qu'en quelques mots, chacun votre tour, vous définissiez pour vous qu'est-ce que c'est que le militantisme et qu'est-ce que c'est une entreprise d'économie sociale pour vous en 2024. Oui, Aliénor, tu peux y aller. Qu'est-ce que c'est que le militantisme pour moi? Moi, je pense que c'est une manière de mettre en action ses valeurs et puis de s'ouvrir à une communauté qui, généralement, pense comme nous. Donc, ça nous donne beaucoup d'énergie à faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Donc, c'est ça. Le militantisme, ça donne du sens à sa vie. Moi, je pense que c'est un peu comme ça que je le définirais. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise d'économie sociale et solidaire à mon échelle et avec mon expérience? Je pense que c'est une économie qui cherche un profit communautaire, si je peux me permettre de l'expression. Dans le fond, il faut du profit, parce qu'on est dans un système capitaliste. Mais le profit ne va jamais être utilisé à d'autres fins que la mission en elle-même. Donc, c'est comme ça que je le définirais. Pour moi, le militantisme, c'est
c'est un mode de vie, au sens où on est dans un monde qui tend à faire en sorte que tous nos besoins soient répondus par le marché. Puis de plus en plus de besoins qui étaient répondus autrefois par la communauté vont être intégrés dans le marché puis être privatisés. Donc les profits sont toujours redirigés vers les propriétaires privés. Donc pour moi, le fait de se réapproprier la production de notre monde social, dans le fond, la réponse de nos besoins de base, culturels, tout ça, sans passer par le marché, c'est un acte militant en soi. Puis après, ben, si on veut avoir une ampleur supplémentaire ou avoir plus de levier d'action, ben, on peut passer aussi à travers l'économie sociale et solidaire. Fait que c'est un peu comme ça que je vois le militantisme en économie sociale et solidaire. Donc, je le vois comme une entreprise d'économie sociale qui... un peu que le mot économie en grec, à la base, ça parle de la gestion de la maison, des besoins de la maison. Mais l'économie sociale, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est que le capital n'est pas... Dans le fond, l'argent n'est pas au service du capital, mais au service de répondre aux besoins de base des membres de la communauté. Donc, pour moi, c'est ça. Merci. Moi, au niveau du militantisme, je verrais ça comme une manière de dépasser les seules actions individuelles. Fait que dès qu'on tombe dans le collectif, moi, je rentrerais ça dans le militantisme et qui n'est pas rémunéré. Pour moi, je pense qu'il y a quand même une nuance importante. On perd quelque chose avec le travail rémunéré. Fait que c'est là que je ferais la différence entre, mettons, une action qui va être éthique, où tu vas boycotter parce que tu penses que c'est une bonne chose, c'est éthique de boycotter, versus ça va devenir politique quand là, c'est un boycott qui est organisé puis qui vise à, par exemple, faire tomber la filiale Starbucks au Maroc pendant les génocides palestiniens, par exemple. Fait que là, c'est la même action, mais parce qu'elle s'inscrit dans un truc collectif, ben là, ça devient politique. Fait que moi, j'apporterais cette nuance-là. Puis au niveau de l'économie sociale, moi, je suis full d'accord avec ce qui est amené sur la question de l'autonomie, en fait, de la subsistance, de répondre nous-mêmes à nos besoins, ben, nous-mêmes, encore une fois, de manière collective, pas juste s'isoler dans son bunker puis avoir son jet privé pour pas prendre les transports en commun, tu sais. Mais non, il y a différentes visions, tu sais, de l'autonomie. Ouais, c'est ça. Puis j'ajouterais que l'économie sociale, moi, je le vois un peu comme un moyen et non une fin. Fait que pour moi, c'est un moyen d'aller chercher davantage d'autonomie dans les communautés jusqu'à ce que uniquement, tu sais, ça devienne presque inutile. On l'utilise pour créer les liens entre les gens au sein de la communauté, créer des circuits alimentaires plus courts, créer des habitations collectives ou quoi que ce soit. Puis ensuite, ben, c'est des liens qui sont, une fois qu'ils sont créés, ben, ils n'ont plus nécessairement besoin de la structure juridique pour se maintenir. Fait que moi, il y a un potentiel que je vois là. Très intéressant. Merci. Puis vous avez déjà un peu commencé à y répondre, mais au-delà de la définition que vous donnez de l'économie sociale ou du militantisme, est-ce que c'est quoi, en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'être militant dans une entreprise d'économie sociale? Puis est-ce que c'est possible, en fait, selon vous? On commencerait par Samuel. Ben, je vais repartir de ce que tu disais, Lilou, sur la communauté ou le collectif. Parce que pour moi, ça passe beaucoup par là, le répondre aux besoins en collectif. Puis je trouve qu'un des grands enjeux de l'économie sociale, puis qui est un peu lié à la façon qu'on conçoit le droit au Québec, tu sais, le droit est beaucoup basé sur la notion de l'individu, mais en économie sociale, l'individu ou la personne morale, mais en économie sociale, ça va être la personne morale qui va être au centre. Puis on va créer une structure juridique qui ne permet pas toujours facilement la participation démocratique des membres. Fait que pour moi, le militantisme en économie sociale, ça passe par des façons à l'interne qui vont aller au-delà de ce qui est requis de façon plus... comme les critères de base de l'économie sociale, là, ça prend une gestion démocratique selon tel critère. Mais pour moi, il faut aller au-delà de ça pour permettre une participation de la collectivité pour que l'économie sociale soit vraiment une réponse communautaire à une problématique qui est perçue, puis que cette communauté-là puisse s'exprimer, discuter,
parler, avoir des conflits, les résoudre, mais que ce soit vraiment quelque chose de vivant qui est entretenu à l'intérieur de l'économie sociale et qui n'est pas seulement une réponse qui devient comme inerte ou institutionnalisée. Donc, pour moi, c'est ça. Quelqu'un a envie de rebondir là-dessus? Moi, j'allais partir sur la question du... J'ai parlé du travail rémunéré ou pas, puis la distinction entre militantisme et économie sociale. Puis je pense qu'être militant, tu peux être une personne militante en dehors de ta job et travailler dans une entreprise d'économie sociale, mais je pense que c'est très difficile d'être militant dans une entreprise d'économie sociale pour la même raison que, moi je vous ai dit, je viens du milieu de la transition socio-écologique. Pour moi, il y a les deux mêmes phénomènes qui se sont passés dans le milieu de l'économie sociale et de la transition socio-écologique, à savoir une genre de professionnalisation d'enjeux sociaux. Puis avec cette professionnalisation-là vient une sorte de pacification ou on aspire à la transformation sociale, mais cette transformation sociale-là va tout le temps se faire de manière harmonieuse avec le système, va se faire de manière rémunérée, dans un langage qui convient aux bailleurs de fonds, qui est positif et solutionniste. Mais tu sais, des fois, il y a des choses qu'il faut comme... En fait, je pense que la conflictualité, elle est nécessaire dans n'importe quelle forme de transformation sociale, puis que justement, la professionnalisation, bien, elle vient avec les limites de l'institutionnalisation où on n'a pas le choix d'avoir un discours, c'est ça, qui est positiviste, qui est solutionniste, qui shine bright pour recevoir des financements, pour avoir une crédibilité, pour avoir une reconnaissance de l'institution. Mais tu sais, en tout cas, on en reparlait ce matin, là, mais mettons, j'ai un collègue qui partait un projet, puis là, il était dans des demandes de subventions, puis là, il était comme, tu sais, si on n'a pas cette subvention-là, je pense que sérieusement, il va falloir qu'on se pose des questions sur la pertinence de notre projet. Puis là, j'étais comme... Ben non, c'est pas du tout ça qui détermine la pertinence de ton projet. C'est si ça a du sens, c'est s'il y a beaucoup de gens qui sont embarqués là-dedans. Il y a comme, je pense pas que la seule reconnaissance doit venir de l'institution ou des bailleurs de fonds. Fait que je pense que c'est peut-être une des limites justement à être militant, parce que je pense que le militantisme vient parfois avec une certaine conflictualité ou une opposition assumée avec la manière de fonctionner. Fait que ouais, on commencera avec ça. C'est parfait. Puis on va creuser ces éléments-là un petit peu plus tard aussi, mais j'aimerais ça t'entendre aussi, Aliénor. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir, mais je vais essayer d'être droite. Juste pour être sûre, la question de base, c'était la conciliation. C'était la conciliation. Ça veut dire pour toi, être militante dans une entreprise d'économie sociale? Est-ce que tu considères que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Moi, c'est sûr que je parlerai à mon échelle, dans ma petite épicerie. Moi, je pense que je ne vois pas trop comment on peut les concilier, dans le sens où, pour moi, il n'y a pas d'opposition dans ces deux concepts. Je pense que pour travailler dans une entreprise d'économie sociale et solidaire, c'est comme un prérequis d'être militant, parce qu'il faut croire à la cause. Mais c'est sûr que c'est à ma petite échelle. Je ne connais pas toutes les autres grosses structures en parallèle. Donc là, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas d'opposition. Enfin, pour moi, ça va ensemble. Ensuite, c'est sûr que ce sur quoi j'aimerais rebondir, c'est évidemment la rémunération. Parce que c'est sûr que pour faire aller ces dossiers-là, il faut des gens qui sont militants. Puis qui dit militant dit des fois dévoué à temps plein. Mais malheureusement, je pense qu'on n'est pas capable de vivre sans rémunération. Donc, je pense que c'est là, en fait, le nœud du problème, parce que c'est vrai que dans un monde idéal, il faudrait être capable de pouvoir être militant. Je suis d'accord avec toi, en fait, mais en même temps, si tu veux être à temps plein militant, tu n'as comme pas le choix de demander une compensation financière. Puis c'est là l'enjeu principal, parce que c'est une des raisons pour lesquelles le haricot n'a pas marché, c'est qu'on n'avait pas le choix de payer du monde, et puis que c'est ça qui a fait couler l'entreprise, là, entre autres. Merci. On va y revenir justement un petit peu plus tard sur tout ce qui est les défis puis les limites du système. Mais d'abord, on va parler un peu plus justement du lien entre l'économie sociale, la transition socio-écologique. Puis comme je le disais dans l'intro, l'économie sociale s'est dépolitisée dans les dernières années à travers l'histoire. Puis on la reconnaît aujourd'hui plus comme étant une partie prenante d'une économie plurielle, ou est-ce qu'on la considère comme
la troisième patte d'un banc où est-ce qu'elle est aux côtés du secteur privé et du secteur public, tout à égale partie. Donc, il n'y a personne qui se chicane là-dedans, tout le monde a sa place. Ça ne dérange pas vraiment, là, finalement. C'est statu quo. Ceci dit, c'est quand même appelé tranquillement, progressivement à changer. Puis justement, Lilou, tu es témoin en tant que coprésidente de l'Aile Jeunesse. Tu sièges sur le CA du chantier de l'économie sociale. Puis tu as été témoin dernièrement de certains changements à ce niveau-là. Donc, j'aimerais que tu nous partages ton point de vue là-dessus, puis en même temps que tu nous parles plus concrètement le rôle que tu vois de l'économie sociale dans le contexte plus global de la crise climatique et des inégalités sociales. Oui, c'est ça. Donc, en siégeant sur le conseil d'administration, nous, avec la jeunesse, on a comme mandat, en fait, de rapporter les aspirations collectives de la jeunesse au sein du mouvement de l'économie sociale et à l'inverse, de comme faire connaître l'économie sociale aux plus jeunes. Puis, donc, notre raison d'être sur le CA du chantier, d'avoir un droit de vote au même titre que d'autres organisations, des réseaux qui représentent je ne sais pas combien de membres, c'est de venir brasser la cage. Fait que c'était une manière pour le chantier, dans sa gouvernance, en ayant une aile jeunesse, de rester en contact avec le terrain, de se faire challenger, de jamais trop se reposer, être sur ses lauriers, c'est ça l'expression, je suis quand même là. Ouais, en tout cas. D'être comme trop confortable. Fait que nous, c'est ça, on pousse depuis un bout aussi avec tout ce qui est transition socio-écologique, repolitisation de l'économie sociale et solidaire. Et dans un CA récemment, là, on a comme adopté un nouveau changement de posture, à savoir, il y a comme 2 éléments importants. Fait que le premier, c'est celui d'intégrer la contribution du mouvement de l'économie sociale à la transition socio-écologique. Fait quand on parle de transition socio-écologique, on ne parle pas d'environnement puis de paille en carton. Là. On parle de transformation du système économique, au même titre que l'économie sociale parle de transformation du système économique. Fait que, il était temps justement de faire rencontrer ces 2 mouvements. Fait qu'au même titre que dans le core de l'économie sociale, on a intégré que l'économie sociale contribue à la réduction des inégalités de richesse, mais pas que. Maintenant, c'est aussi de comprendre que parce qu'une entreprise d'économie sociale, de par sa mission, est ancrée dans sa communauté, qu'elle n'est pas... qu'elle ne s'insère pas dans une économie mondiale néolibérale, puis qu'elle a pour but de répondre à un besoin dans la communauté, c'est de facto... c'est de facto écologique, c'est de facto, ça repense l'organisation, ça repense nos infrastructures sociales. Si tu habites le territoire dont tu as besoin pour faire fonctionner ton entreprise d'économie sociale, de facto, tu vas avoir tendance à plus respecter et entretenir une relation de réciprocité avec ce territoire-là. Si tes voisins, c'est tes collègues, tu ne vas pas vouloir les sous-payer puis les exploiter. Fait que ça vient internaliser les conséquences négatives de l'économie traditionnelle, où on va shipper ça dans d'autres pays, on ne voit pas ça, fait que c'est correct, on ne paye pas le vrai prix de nos choses, etc. Fait que l'économie sociale, en venant ramener ça à l'intérieur, de facto, ça fait comme beaucoup de fois j'ai dit de facto, là, mais ça vient, c'est comme dans sa manière d'être, d'être un modèle d'affaires qui est plus soutenable pour les personnes et pour le territoire. Donc, ça, c'est le premier changement qui a été amené. Et le deuxième, c'est, tu disais, justement, on est comme la troisième patte du tabouret, puis on s'est toujours contenté de ça. On se contentait un peu des miettes qui restaient. Là, il y a une volonté de se positionner comme une alternative crédible. Et donc, de ne plus juste se contenter de ça, mais de venir, qu'il y ait de activement vouloir prendre plus de place et de prendre une plus grande part du marché, de sortir un pourcentage X de logements du marché pour venir influencer ensuite le reste du marché, comme on l'a vu, par exemple, dans le milieu des funéraires, genre c'est quoi le mot exact? Des coopératives funéraires, exactement. Fait que c'est comme les 2 gros changements qui sont en train de se passer. Moi, je sens qu'il y en a un prochain qui s'en vient sur la repolitisation de l'économie sociale. On travaille fort pour ça, mais c'est comme 2 gros changements là, qui sont en train de tranquillement... En fait, qui sont venus à la base du milieu, comme on dit, avec les jeunesse, puis d'autres groupes, on pousse. Puis là, maintenant, c'est en train d'avoir des répercussions plus larges sur le reste du mouvement.
ça donne espoir quand même. tranquillement, mais sûrement. Puis, Sam, selon toi, c'est quoi les limites des entreprises d'économie sociale à fonctionner dans les règles du système capitaliste? Est-ce qu'on peut être une troisième patte? C'est ça. Ou est-ce qu'on doit justement... est-ce que l'économie sociale a besoin d'un projet politique, en fait, selon toi? Oui. Ben, oui. Mais, puis je vais repartir de ce que tu disais sur le fait que l'économie sociale tend à intégrer les externalités négatives du système, tu sais, dans le sens où les projets d'économie sociale vont vouloir répondre à un besoin de la communauté. Fait que là, ça implique de réduire la marge de profit parce que tu veux intégrer dans les conséquences négatives que le fait de ne pas le prendre en compte aurait sur la communauté. Fait que, tu sais, je pense par exemple au logement social, tu sais. Là, il y a le projet de l'îlot Dorchester à côté. Puis là, la municipalité veut pas... Puis le gouvernement du Québec se désengage à financer ce projet-là pour des logements sociaux. Fait que là, c'est le privé qui va le porter par lui-même. Mais là, le privé, lui, il n'a pas l'intérêt d'avoir un impact sur la communauté parce que ça va apporter moins de rentabilité au projet. Fait que la conséquence de ça, c'est que le projet ne va pas répondre aux besoins de la communauté. Puis si l'économie sociale voulait s'en charger, bien là, il y a deux façons de le faire. Puis là, je vais peut-être faire un pont plus avec le projet du centre social autogéré, parce que je trouve, à être au confluent de deux tendances de l'économie sociale. C'est-à-dire qu'il y en a une que c'est l'économie sociale, au sens où tu as un projet économique, une entreprise d'économie sociale qui va générer des revenus qui vont être redistribués de façon X aux membres de la communauté. Puis là, ça implique de se plier aux logiques du système capitaliste en intégrant les externalités négatives. Fait que c'est là qu'on va souvent avoir un problème de rentabilité, puis c'est ce qui fait que souvent les entreprises d'économie sociale ont de la misère. Je pense que le projet du haricot magique, ça parle beaucoup de ça. Puis la deuxième tendance, ben, c'est de faire partie du communautaire. Ça veut dire qu'on est des pourvoyeurs de services publics dans un domaine où le public se désengage. Fait que là, le quartier Mézeray, par exemple, c'est un quartier qui a plus de pauvreté économique, il y a un plus haut taux de... Il y a plus de personnes ici d'immigration aussi. Puis, historiquement, il n'y a pas beaucoup de services dans le quartier. C'est un désert alimentaire, qu'on pourrait dire, entre autres choses. Là. Puis, la municipalité de Québec se désengage également d'octroyer des services à la population. Puis, eux, ils voient ça plutôt d'un point de vue, en tout cas, je ne sais pas pour l'administration présente, mais historiquement, ils voyaient ça d'un point de vue de revitalisation économique. Il y avait un besoin de revitaliser l'économie pour rendre le quartier attractif aux entreprises privées concurrentielles qui vont pouvoir offrir des services à la classe moyenne. Fait que c'est là que si on veut avoir un projet d'économie sociale qui répond vraiment aux besoins de la population, bien là, ça prend des moyens économiques pour le faire, puis ça va prendre du support de partenaires financiers. Puis là, j'en arrive au point politique. Tu sais, traditionnellement, depuis les années 80, ce qu'on a vu, c'est que l'État va resserrer les mesures de financement accordées aux communautaires. Fait qu'en faisant ça, ben, ils vont obliger le communautaire à se plier à des exigences précises, comme pourvoyeurs de services publics, en leur laissant moins de marge de manœuvre. Ils vont être, mais dans des conditions plus précaires. Mais là, nous, ce qu'on aimerait faire, en tout cas, moi, je pense que ce qui serait vraiment une vision d'avenir pour le centre social autogéré, puis je pense que l'administration présente pourrait avoir la volonté de participer à ça, tu sais, c'est d'aller plus vers une vision de partenariat public commun. Puis ça, je pense que c'est une vision qui peut être réellement porteuse d'un projet politique pour l'économie sociale, puis d'un projet qui soit résilient financièrement en économie sociale également. Dans le fond, l'idée du partenariat public commun, c'est de faire un pont entre trois choses.
Il y a la municipalité, en fait, qui est pourvoyeur de services, qui défend généralement l'intérêt commun. Il y a les représentants de la communauté, donc il y a comme un groupe communautaire et l'entreprise elle-même. Puis sur le CA, par exemple, du Centre social autogéré, si on arrive à avoir un modèle de fonctionnement en économie sociale, ce qui est vraiment ce qu'on veut faire, tu sais, il y aurait un CA avec un représentant, par exemple, de la municipalité, un représentant de la communauté de Mézeray, du Centre social autogéré, des gens qui gravitent autour du projet, puis des représentants aussi de personnes qui sont intéressées au projet, intéressés financièrement, c'est-à-dire les gens qui vont opérer, par exemple, l'épicerie solidaire, le café solidaire, la salle de spectacle, des gens qui sont dans des projets économiques, qui sont intéressés à ce qui va se dérouler, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont habitués d'être dans un projet d'économie sociale, mais en général, on veut avoir un CA désintéressé, des gens qui ne sont pas engagés directement dans les activités financières puis dans le côté exécutif du projet. Fait que là, c'est un peu de repenser ça dans une formule des communs. On a des gens qui représentent la communauté, le public, et puis des gens qui sont intéressés, qui ensemble vont se concerter pour prendre des décisions. Puis c'est un modèle qui permet d'avoir un financement récurrent par un support actif de la municipalité. Fait que, selon moi, c'est une façon qui pourrait être intéressante pour aller vers un projet repolitisé de l'économie sociale qu'on pourrait voir à Québec, par exemple. Très bel exemple assez concret d'une lutte actuelle qui pourrait justement prendre forme sous le modèle d'économie sociale par les partenariats publics communs. Merci. Et Aliénor, d'après justement ton expérience concrète au Haricot Magique, j'aimerais t'entendre sur comment on peut concilier le militantisme avec la gestion quotidienne d'une entreprise d'économie sociale. Comment ou est-ce que c'est possible, en fait? Puis sinon, est-ce que comment on pourrait faire en sorte de mieux soutenir les actions puis les projets militants en économie sociale, selon toi? C'est toute une question. Boy. Mais comme je le disais, je pense que en fait, le problème d'une épicerie, là, je vais vraiment parler de notre exemple chez nous, là, mais c'est que ça demande de connaître son épicerie, de faire un 360 degrés, puis de connaître son épicerie par cœur. C'est difficilement... ce serait difficile d'imaginer une épicerie comme juste gérée par des bénévoles. Je pense qu'on est comme rendu à un stade où on est comme obligé d'avoir quand même certains postes clés comme à temps plein, là. Puis ça, comme je le disais, je pense que c'est difficile malheureusement d'être bénévole à temps plein aujourd'hui. Donc c'est là l'enjeu. Puis comment on pourrait nous aider? Moi, je pense que le gros problème, c'est qu'on était tout le temps en train de gérer des problèmes urgents mais non importants. Donc on était tout le temps pris dans ces défis-là, au lieu d'être dans des défis importants, non urgents, puis d'aller voir plus haut, puis d'aller faire des contacts, puis d'aller chercher de l'aide. On était tellement pris dans le day-to-day, si je peux me permettre l'expression, que c'est ça. Je pense que ça nous a vraiment fait de la peine, là. Et je pense que comment on pourrait nous aider, c'est ça, c'est peut-être d'aller visiter ces entreprises-là, puis d'aller prendre le pouls de ces entreprises, puis d'aller leur demander comment ils vont, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, au lieu que ce soit nous qui devons aller chercher, qu'est-ce que je peux faire pour aller obtenir de l'aide, mais qui est comme des petits samaritains qui viennent nous vérifier comment on va, parce que on a facilement, on peut s'oublier facilement. Donc je pense qu'il y aurait ce point-là. Puis sinon, plus positivement aussi, j'ai eu la chance d'avoir récemment, dans la dernière année du Haricot, j'ai eu la chance d'avoir une mentor. Ça, j'ai trouvé que c'était très aidant. Donc, je pense qu'il faudrait même en avoir comme deux. Une mentor plus sur le côté comme psychologique, et puis une autre ou un autre plus comme
en expertise, parce que souvent, ces milieux-là, ça vient chercher des gens qui ont un gros cœur, mais qui n'ont pas forcément la formation, qui n'ont pas forcément les compétences. Puis on se retrouve vite avec des défis démesurés. Donc je pense que d'avoir quelqu'un pour nous aider dans les deux volets, le côté émotionnel, parce que il faut quand même gérer tout ça, puis l'autre côté un peu pour nous aider vraiment dans la gestion quotidienne. Là. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Ouais, c'est beau? Oui, absolument. Puis ça fait le pont aussi avec le prochain sujet qui est justement les défis et les limites du système. Parce qu'il y a beaucoup de défis et de contraintes dans le système actuel. Puis l'enjeu justement de santé mentale dans les milieux militants est super important. D'autant plus quand on essaie de porter justement des projets qui sont porteurs de sens pour nos sociétés. Mais que le système va un peu à l'encontre de nos actions. Puis vous, qui vivez de l'intérieur, en fait, l'engagement militant en économie sociale, vous pouvez certainement témoigner de ces défis-là et des contraintes. Puis, tu as bien commencé, Aliénor, quand même, en abordant le sujet, mais avec le haricot qui a fermé récemment, alors que vous étiez... beaucoup de membres, beaucoup de bénévoles. Il y avait vraiment un support de la communauté qui était là. Mais malgré tout ça, vous n'avez pas réussi à... le système a eu raison, finalement, du haricot, malheureusement. Donc, j'aimerais vous entendre, en fait, sur les plus grands défis auxquels vous avez été confrontés dans votre parcours militant en économie sociale, puis comment ces obstacles-là ont affecté vos motivations au quotidien. C'est où vous avez senti que là, ça ne marchait plus, là, vous aviez atteint une limite. Comment vous l'avez vécu? Puis là, on rentre dans quelque chose de deep, mais c'est important de l'aborder quand même parce que ça fait partie de nos réalités, de notre quotidien. Puis après, on va aller dans des pistes de solutions probables aussi pour terminer. Est-ce que tu aimerais en fait poursuivre là-dessus, Aliénor, sur l'expérience au haricot? Parfait. C'est sûr que des embûches, on en a eu énormément au haricot magique, de toutes sortes. Je pense que la première, là je parle au nom des fondateurs du haricot, parce que je n'étais pas là encore à l'époque, mais ça a été évidemment la pandémie. Ça, je pense que ça a été vraiment un tournant énorme pour la gestion de l'épicerie, parce qu'on s'est retrouvés dans un quartier où il n'y avait comme plus vraiment de vie pendant la pandémie. Puis là, on a commencé à être victime de certaines incohérences complètes. Et surtout, les revenus du haricot, le haricot était en train de devenir rentable avant la pandémie. Il y avait vraiment une belle lancée. C'était en 2019. C'est ça. Hein, quand on croyait que tout irait mieux. Puis après, la pandémie a vraiment mis un frein là-dedans. D'un point de vue personnel, moi, c'est l'événement qui m'a donné de l'énergie pour me mobiliser pour le haricot magique. Donc, personnellement, j'ai senti que du positif. Mais ensuite, il y a eu d'autres enjeux quand même énormes. Il y a eu en fait, on était... comment résumer? On a dû déménager, en fait. On s'est fait mettre dehors de notre local. Et à une période où on était extrêmement fragile. Donc, c'est sûr que déjà une entreprise... de déménager, c'est déjà un énorme défi en soi, mais de le faire dans des conditions dans lesquelles on était, étant donné que financièrement, ça ne marchait plus, puis que psychologiquement, c'était aussi devenu très compliqué, ça a été un coup de massue, parce qu'on rêvait, on avait tous envie, toute la communauté du haricot, tous les bénévoles qui sont venus. On a quand même eu des assemblées générales avec plus de 80 personnes. Je tiens quand même à dire que c'est énorme. C'était vraiment une belle communauté qui avait vraiment envie d'un haricot 2.0. Puis malgré tout ça, ça ne marchait pas parce que en tout cas, on pourrait en parler pendant des heures, mais donc ça a été compliqué. Puis ensuite, les moments difficiles, c'est quand on a voulu y croire au haricot 2.0, puis que là, on s'est lancé un peu dans les demandes de subventions. On essaie de chercher les pistes de solutions pour essayer de trouver un local, pour tout ça. Puis le point là, où ça a été un non-retour, c'est quand on nous demandait d'avoir une adresse pour avoir des subventions. Puis nous, on avait besoin de subventions pour avoir une adresse. Donc,
c'était un peu ça. Ça a été vraiment l'élément où j'ai dit, bon, là, j'arrête, là, je suis plus capable. Je vais être très, très franche, ça a été vraiment l'événement qui m'a cassé. Et après coup, ce qui nous a encore plus cassé, ça a été encore plus difficile, c'est d'apprendre que l'entreprise qui était déjà une entreprise privée très subventionnée dans son roulement quotidien, a eu des énormes subventions pour réaliser son projet qui demandait au Haricot Magique de déménager. Je vais pas nommer de nom, je ne suis pas là pour ça, mais c'était quand même un montant de 250 000 $. Puis ils cochaient la case dans leur demande de subvention de développement durable. Mais ça impliquait au Haricot Magique de fermer. Donc ça, j'avoue là que j'ai rien contre le projet qui nous a remplacés, mais j'avoue que c'est beaucoup d'incohérences pour moi, une grosse incohérence sur le... J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris, puis manque de communication probablement. Donc je pense qu'il y aurait ça aussi à aller chercher, parce que c'est sûr que les personnes qui ont autorisé ces projets, c'est sûr que c'était pas des gens qui voulaient mettre à terre le haricot, mais je pense que il y a tellement des silos que des fois les gens se parlent juste plus. Puis je pense qu'ils ont même pas réalisé qu'en cochant cette subvention et ce projet, ben c'est ça qui allait se passer. Donc incohérence. Je sais pas. C'est parfait. Merci beaucoup. Puis j'aimerais aussi vous entendre tous les deux sur les défis que vous avez traversés. Ben c'est ça, moi je viens pas trop du milieu de l'économie sociale, fait que j'ai pas eu beaucoup d'expériences négatives, je dirais, mais il y a certains trucs que je retrouve qui ont aussi été des expériences. Mais c'était aussi en 2019 avec la pandémie, parce que justement, moi, ça a tout le temps été autour de la quête de sens. Je pense que, puis aussi, chez les jeunes, c'est de plus en plus quelque chose d'important, parce que justement, on grandit dans un monde qui en a de moins en moins. Donc là, tu essaies d'aller en chercher là où tu peux. Puis là, quand ça te glisse entre les doigts, tu pensais avoir quelque chose d'intéressant, puis que ça te glisse entre les doigts, là, c'est comme dévastateur. Puis qu'on a terriblement besoin d'espoir parce qu'on a une génération extrêmement cynique, extrêmement... les médias, je veux dire, ça ne vient pas de nulle part, là, la réalité est aussi très troublante. Mais je pense que c'est ça. Après, en 2019, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait organisé des énormes manifestations. Entre autres, à Montréal, on avait fait une manifestation de 500 000 personnes qui était comme la plus grosse manifestation de l'histoire du Canada. Puis on était comme, oh my God, mais ça y est, genre, on a réussi. Mission accomplie. Comme ils peuvent rien faire là, face à ça. Fait que, tu sais, suite à ça, tu te poses des questions. Tu es comme, OK, mais jusqu'où est-ce qu'il faut aller? Là, ensuite, il y a eu comme un petit soubresaut de la désobéissance civile, de se faire arrêter. Puis, comme, tu sais, ça, c'est comme beaucoup de désespoir au final. Là. En tout cas, c'est personal take. C'est pas full stratégique, c'est vraiment pertinent pour d'autres affaires, mais ça a aussi des répercussions qui peuvent être négatives pour le mouvement. Puis en 2019, ça a été le cas. En tout cas, grosse perte de sens, je dirais. Puis c'est quand j'ai découvert, piste de solution, quand j'ai découvert l'économie sociale, j'étais comme, ah, wow, OK. Tu sais, c'est pas juste des manifestations. On peut être full nombreux, mais là, on construit des choses qui peuvent être pérennes ou qui sont plus tangibles des fois, tu sais. Fait que là, j'ai comme retrouvé j'ai retrouvé du sens. Mais à l'inverse, je pense que justement, les limites que je vois à l'économie sociale, c'est quand justement ça commence à devenir... la machine commence à s'auto-reproduire, puis que là, on perd le sens parce qu'on est trop concentré sur les impératifs financiers, administratifs ou autres, et que là, on perd le sens. Puis c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là que le phénomène de dépolitisation a lieu. Puis il y a aussi des situations où l'économie sociale n'est juste pas une solution. Genre, je disais que moi, je milite au terrain vague contre l'agrandissement du port à Montréal. Puis, tu sais, le groupe citoyen a fait comme toute la démarche avec la Maison de l'innovation sociale pour voir quelle structure juridique pourrait découler de ça. Y a-t-il une innovation démocratique à mettre en place pour concerter tous les acteurs du territoire? Mais tu sais, ça fait comme 7 ans que le groupe lutte, puis ils ont utilisé tous les mécanismes démocratiques existants. C'est juste
faut juste bloquer. L'économie sociale est bonne pour construire. Moi, c'est beaucoup le vocable que j'ai de comme faut construire, mais il y a aussi des choses qu'il faut détruire. Puis l'économie sociale, c'est pas dans sa mission de détruire, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Puis c'est des choses qui vont pas se faire financer, qui ont pas des beaux discours scintillants, mais c'est pas pour ça que c'est pas nécessaire. Fait que c'est ça, le groupe citoyen, il est comme, c'est bien beau l'économie sociale, mais c'est pas adapté à notre bout de transformation sociale qu'on a à faire. Fait que je pense que c'est ça. Moi, je me retrouve dans autant les luttes écolo que l'économie sociale, tant que ça a du sens. Puis je pense que dans les deux côtés, il peut y avoir une perte de sens. Puis que ça moi, en tout cas, c'est ce qui m'affecte le plus au niveau du mental, parce que là, je me suis un peu perdue, puis je comprends pas pourquoi est-ce que je fais les choses, puis j'ai l'impression d'être dans un cirque que comme je m'impose moi-même. Fait que puis j'ai l'impression que ça peut être partagé quand même par beaucoup de personnes. La quête de sens. Mais c'est super important ce que vous nommez là, vraiment. Et puis, il y en a tellement des enjeux structurels en économie sociale. Là. Tantôt, je parlais plus du point de vue financier, d'avoir accès à un fonds de roulement, dans le fond, pour ton entreprise, dans un contexte où tu ne peux pas être concurrentiel à une entreprise qui n'internalise pas les externalités. Fait que c'en est un, mais un autre que j'ai peut-être plus envie de parler maintenant, c'est l'organisation collective. Parce que, je sais pas, moi j'imagine comme 4 dudes autour d'une table qui se disent hey, on va partir dans cette start-up. Puis comme tu as déjà accès à du financement, le mode d'organisation sociale, là, c'est simple. Là, ils vont décider ça entre eux autres. Il y a une hiérarchie. On a tous été socialisés pour répondre à des hiérarchies. Puis là, quand tu veux partir un projet d'économie sociale, puis tu te dis on va faire ça ensemble collectivement, ben tu te retrouves confronté à vouloir faire un projet en collectif avec des gens qui n'ont pas été socialisés pour penser le projet dans l'intérêt commun. Puis là, je pense qu'il faut faire la différence entre l'intérêt personnel, l'intérêt collectif qui serait comme un agrégat des intérêts individuels, des intérêts personnels des gens qui sont autour de la table, puis un intérêt réellement commun ou communautaire qui serait vraiment le « hey, on se met ensemble parce qu'on veut porter ce projet-là, parce que la finalité est plus grande que nous ». Puis là, j'en parlais cette semaine avec Marie-Alice. Puis on était comme « hey, moi, j'imagine comme une communauté autochtone à l'époque qui nous entendrait parler, il serait comme « hey, ton intérêt communautaire, c'est juste comme, c'est le baseline de tout ce qu'on fait, tu sais ». Mais nous, on dirait qu'on arrive, c'est comme tellement loin dans notre mode de socialisation qu'on n'arrive même pas à comprendre c'est quoi des fois. Puis je me retrouve fréquemment dans des projets d'économie sociale que là où c'est vraiment problématique, c'est quand on arrive à prendre des décisions ensemble. Parce qu'on n'est pas habitué à prendre des décisions ensemble de façon collective dans le respect de l'intérêt communautaire puis dans le respect de la position subjective de toutes les personnes présentes. On n'a pas l'habitude non plus de mettre de côté son intérêt personnel dans un projet qui a un intérêt plus grand que nous. Fait que pour moi, c'est ça. Je pense qu'on a vraiment grandement besoin d'apprendre à prendre des décisions ensemble. Puis je pense que une des choses qui m'apporte le plus dans ma vie, c'est comme tous les projets communautaires auxquels je fais partie. Puis je trouve que c'est comme un paradigme qu'on se doit d'habiter. Ça rejoint le militantisme. Mais comme je pense à dimanche, par exemple, on s'est retrouvés chez nous pour faire du kimchi. Puis là, on était comme une dizaine de personnes. Là, un mois, on a fait comme, ou 2 semaines, on a fait comme 30 litres de kimchi. Puis là, on s'est retrouvés pour faire l'empotage. Puis comme ces gestes-là quotidiens où est-ce qu'on habite le commun, le collectif, qu'on en fait partie, qu'on tisse des liens, où est-ce que ça vient à dépasser juste le lien d'amitié, où est-ce qu'on s'appelle pour prendre un café. Ça, pour moi, c'est politique. Puis on doit se socialiser à ça. On doit l'apprendre pour l'incarner dans nos luttes. Voilà.
Bravo! Ultra inspirant. Puis justement, ça met le ton pour... Tu sais, je posais la question sur les défis puis les enjeux que vous traversez, mais vous avez bien témoigné des difficultés, mais en même temps, je sens quand même de l'espoir, tu sais, malgré tout. Je sens qu'il y a des choses à faire, puis ça passe nécessairement par trouver du sens à travers le collectif, avec les gens, se mettre ensemble pour réaliser qu'on a finalement des intérêts communs, des objectifs communs, puis nécessairement, plus on est amené à dialoguer, plus on peut aussi trouver ces objectifs-là qu'on va vouloir répondre ensemble. Et donc, pour clore ce panel, j'aimerais vous entendre davantage sur les pistes de solutions pour se laisser sur un ton peut-être tourné vers l'avenir, disons. J'aimerais savoir, en fait, si vous avez développé des stratégies qui vous ont aidé finalement à gérer l'incertitude puis les revers du système. Puis, quels conseils vous donneriez aux personnes qui souhaitent s'engager dans des projets similaires, militants en économie sociale ou collectif? Effectivement, c'était une longue question. Avez-vous développé des stratégies qui vous aident à gérer l'incertitude et les revers? Donc, ça, c'est la première question. Puis ensuite, c'est plus des conseils que vous pourriez donner à des gens qui aimeraient s'engager dans des projets militants en économie sociale. J'ai l'impression que ma réponse, ce serait la même pour les deux, mais d'avoir une communauté. Fait que pour faire face aux défis, d'avoir une communauté, c'est... Au final, nous, c'est un peu ça qu'on dit au terrain vague, c'est même si on perd la lutte, fait que même si le riche industriel exproprie la communauté qui utilise le terrain vague puis que le port se construit, on aura quand même gagné une communauté de lutte. Puis ça, c'est genre incroyable. C'est comme des retraités, des familles, des jeunes, des écolos, des retraités, des punks, des anarchistes, puis il y a comme toutes sortes de personnes qui côtoient le terrain vague. Puis ces gens-là se seraient jamais rencontrés si ça n'avait pas été de la lutte, genre, puis de la défense pour ce lieu commun qui est le terrain vague. Fait que je pense que de bâtir des communautés, c'est aussi une des voies du changement, en fait, que oui, la société va de plus en plus mal, mais plus on crée des communautés résilientes d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue du logement, d'un point de vue... Tu sais, on apprend à vivre avec une conscience qui est plus large que juste notre petite famille nucléaire, mais qu'on a conscience de notre voisinage, de notre communauté, de notre ville. Tu sais, je pense que ça aide à passer au travers autant des défis plus personnels, interpersonnels, que plus macro, genre la crise climatique. Puis la deuxième question, c'était des manières de s'engager. Ouais, c'est ça. Des conseils que tu pourrais donner à... Ben, c'est ça. Ben, je pense que de s'engager tout seul, en fait, ça peut être full intimidant, puis d'arriver dans une rencontre où tu connais personne. C'est comme rejoindre un nouveau groupe d'amis où tu connais personne. C'est full intimidant. Fait que j'ai l'impression que toutes les personnes que je connais, ils ont commencé, moi y compris, tu as une autre personne que tu connais, ton ami, puis là, vous y allez une première fois, puis là, c'est gênant. Mais je pense que c'est quand même ça qui est nécessaire plus que les actions individuelles. Moi, je crois pas du tout aux actions individuelles, puis à la genre de culpabilité de comme, ah, t'as pas fait ce bon petit geste-là, ou t'as acheté à cet endroit-là, ou je crois beaucoup plus justement à l'action collective, puis je pense que c'est aussi un plus grand effort que les actions individuelles. Fait que... ouais, moi, ce serait ça mes réponses pour les deux questions, là, de se trouver puis d'entretenir cette communauté, de se mettre en jeu avec une communauté, de prendre des risques ensemble puis de bâtir le quotidien ensemble. Fait que moi, je suis d'accord avec le truc du quotidien aussi. Ça apporte du sens. Tu voulais-tu qu'on parle des solutions aussi? Oui, on est là. Piste de solution, ça fait partie de cette grande question finale du panel. On avait prévu trop de questions. C'était quoi déjà la première question? Ben, en fait, c'est les pistes de solutions que tu aimerais proposer vis-à-vis les défis, les enjeux qu'on peut traverser dans ces milieux-là. Y a-t-il des stratégies qu'on peut se développer puis des conseils que tu pourrais donner dans ce sens-là? Ben, moi aussi, la communauté, c'est ça qui donne du sens, là. Je trouve que au-delà du but final, il y a beaucoup de choses que quand tu tisses des liens de résilience dans ta communauté autour de toi,
ça vaut la peine en soi. C'est une finalité en soi, tu sais. Même si le projet échoue, ça va quand même avoir changé ta vie. Ça va changer, ben... Oui, je confirme. Ça va changer la façon que tu marches dans le quartier, tu vois du monde que tu connais, que... Je sais pas, il y a comme... C'est juste un autre paradigme qui s'ouvre, je pense. Puis le conseil pour s'engager... moi, j'avais plus envie de donner un conseil aux gens qui sont déjà engagés, de comme... C'est intimidant, là, de s'engager, là, quand tu connais personne, puis comme d'aller te pointer à une réunion. Puis comme... C'est important de penser l'accueil. Il faut que les gens qui rentrent, qui arrivent pour s'impliquer, qui sont intimidés, qui ne te connaissent pas, ou juste que tu croises dans un événement qui n'a pas rapport, tu sais, il faut que ces gens-là aient un contact avec toi qui font qu'ils se sentent en confiance. Il faut se sentir en confiance pour s'impliquer. Il faut sentir qu'on ne va pas être jugé quand on va arriver dans le milieu, qu'on a le droit de ne pas comprendre ce qui se passe. Puis ça demande un effort de la part des gens qui sont impliqués de créer des environnements d'accueil, de care, de bienveillance. On n'est pas là pour performer notre militantisme, on est là pour être ensemble, pour former du lien communautaire. Fait que ça, je trouve ça vraiment important. Puis la dernière chose que je voulais dire comme piste de solution, tantôt j'ai parlé des partenariats publics communs. Mais il y a une autre piste de solution que je trouve vraiment inspirante que je vais vous partager en agriculture, qui fait peut-être un pont avec ben, toi aussi, tu n'étais pas en agriculture, mais en agroalimentaire, tu sais. Puis c'est un peu t'es comme le maillon de la chaîne juste en haut, là. Puis, tu sais, la réalité de l'agriculture, c'est que les producteurs agricoles, ils travaillent 80 heures semaine toute l'année. Puis ils vont se rémunérer peut-être 15 000 $ pour l'ensemble, puis même parfois rien pantoute, tu sais. Puis malgré ça, les légumes sont encore trop chers pour être vendus. Fait que les gens, ils n'achètent pas, ils préfèrent aller chercher des spéciaux chez Maxi parce que l'agriculture est basée sur l'exploitation. Si on n'avait pas un système d'exploitation qui est caché, on ne pourrait pas acheter les légumes en spécial chez Maxi. Fait que là, où est-ce que j'en viens avec ça? dans la partie des solutions. Nous, cette année, on a choisi de supporter une ferme qui a un projet vraiment cool. C'est la ferme Cadet-Roussel qui se situe sur une FUSA, une fiducie d'utilité sociale agroécologique. Puis eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que ça faisait 2 ou 3 ans qu'ils n'arrivaient pas à se rémunérer. Puis ils accumulaient les dettes. Puis ils se sont dit, on va changer ça de bord. À place de vendre des paniers bio au prix du marché, puis d'essayer de se tirer un revenu à partir de la productivité qu'on va être capable de mettre là-dedans, tu sais, on va calculer tous nos coûts de production, ça, c'est-à-dire les intrants, les salaires, leur salaire eux autres, le coût d'entretien de la machinerie. On va calculer tout, puis on va se diviser ça à la gang. Fait que là, on prend l'entièreté des coûts de production, on les divise par le nombre de personnes qui veulent manger des légumes cette année, puis on va faire une contribution. En fait, il y avait une échelle de contribution qui inclut si tu as plus d'argent, tu peux donner plus, si tu as moins d'argent, tu peux donner moins, pour essayer d'intégrer les gens qui ont des revenus plus faibles. Fait que ça, pour moi, c'est un bel exemple d'économie sociale et solidaire qui, dans une perspective des communs, ça va être vraiment des gens de la communauté qui vont dire « Nous, on va devenir partenaire de la ferme », c'est comme ça qu'ils ont nommé ça. On s'engage à soutenir la ferme, à vous payer d'avance l'entièreté des coûts de production. On va être là aux rencontres, on va aller faire du désherbage le vendredi, peut-être pas tout le temps parce qu'on n'a pas tout le temps de temps, mais on va être là, on va aller au souper communautaire, il y a comme une foule de choses qui se passent autour de ça. Puis là, ça crée une communauté autour d'une ferme qui se divise le coût de production. Les gens peuvent avoir un salaire, même si, bon, l'enjeu du salaire, c'est quand même une question épineuse là, dans le militantisme, mais quand même, ils ont besoin de se nourrir puis de répondre à leurs besoins. Fait que le but, c'est que tout le monde puisse répondre à leurs besoins, les producteurs comme les consommateurs. Fait que ça m'apparaissait quand même être quelque chose de
de porteurs. Très bel exemple concret d'un projet d'économie sociale dans la perspective des communs que tu parles. Et toi, Aliénor? Dans les conseils, c'est ça, hein? C'était les conseils. Ouais. La question n'était pas claire. J'ai essayé de rapper 3 questions dans une. C'est piste de solution et conseils que tu pourrais donner. Moi, j'ai pensé à... Je pense que la première chose, c'est d'essayer de créer une structure où personne n'est irremplaçable. Ça, je pense, c'est un point, c'est vraiment important. Parce qu'après, à un moment donné, on est tellement pris dans un cycle infernal qu'on n'a même pas le temps, même si il y a la ressource pour aider, la personne est tellement fatiguée qu'elle n'a même pas le temps de demander de l'aide ou de former la personne pour l'aider. Donc là, je pense que c'est le nœud du problème. Puis il ne faut pas attendre que les gens soient brûlés pour aller chercher de l'aide. Je pense qu'il faut créer une manière de voir... moi, c'est une épicerie, mais ça aurait pu être autre chose, mais avec toujours un espèce de binôme, minimalement, pour être capable de tout le temps, OK, là, je ne suis plus capable, t'embarques, puis ce soit comme normal. Ça, ce serait, je pense, un premier conseil. Ensuite, peut-être aussi, ce qui a été compliqué aussi, parce qu'on parle d'engagement social, de militantisme, mais on sait tous que ça prend beaucoup de temps, puis malheureusement, on n'a pas forcément, même si les gens ont envie, ils n'ont pas forcément le temps et l'énergie de le faire tout le temps. C'est que quand on est en état de crise comme on l'a été, il faut que les choses aillent vite. Il faut aller vite. On n'a pas le temps. Il aurait fallu faire des CA à toutes les semaines, je pense, si on avait voulu vraiment aller rapidement. Mais on s'entend que faire un CA toutes les semaines, gérer une épicerie, passer des commandes, passer la mop en même temps, ça n'était juste plus possible. Puis en plus de ça, si on prenait vraiment des décisions radicales, il aurait fallu faire une assemblée générale extraordinaire qui demande encore une autre charge de travail. Donc là, je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là, même si c'est magnifique, l'idée de base, de vouloir inclure la communauté dans la prise de décision. Je pense que quand on est en état de crise, il faut qu'il y ait un moyen que ça aille plus vite, puis qu'il y ait comme des personnes là, qui puissent... qu'on puisse juste prendre des décisions, puis pas forcément consulter quand l'entreprise est sur le point d'être en faillite. Là. Donc ça, c'était ça. Puis sinon, l'autre conseil, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est sûr que ce serait comme plus de communication. Parce que ce que j'ai dit tantôt là, par rapport à l'entreprise qui nous a remplacés, ou peu importe, j'ai absolument rien contre le projet, je tiens à le dire. Je pense vraiment qu'il y a eu un problème de communication. Puis je pense que nous-mêmes, on était pris dans notre gestion quotidienne. Et parce que je suis certaine que personne n'avait envie que le haricot ferme. C'était vraiment un concours de circonstances. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des espèces de pigeons voyageurs là, magiques là, qui puissent se promener entre le pôle, les entreprises, la ville, comme prendre le pouls, essayer de voir OK, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les défis, faire des liens. Parce que je pense que même si on veut travailler dans une économie sociale et solidaire, on est malheureusement trop en silo. Puis on a de la peine puis on sait que c'est pas ça qu'il faut faire, travailler en silo pour être plus résistant. Donc, je pense que c'est ça, il faudrait créer des postes de pigeons voyageurs. Ce serait ça mon mot de la fin. Soyons des pigeons voyageurs. Mais en même temps, on avait la discussion un peu plus tôt aussi, Aliénor et moi, sur le fait que quand tu es tellement préoccupé par les activités quotidiennes, justement, tu n'as pas le temps de te tourner vers le réseau, vers l'écosystème. Mais il existe, je pense qu'il y a une responsabilité commune autant pour l'organisation que pour l'entreprise d'économie sociale que pour les organisations qui font partie du réseau de l'écosystème, comme le pôle, par exemple, comme la CEDEC, comme des organismes qui sont là pour vous aider à vous relever, finalement, à travers des événements, des occasions de vous rencontrer entre entreprises d'économie sociale, comme on peut s'entraider dans ce réseau-là, dans l'écosystème. C'est super important, mais il faut aussi que nous, on puisse vous rejoindre, mais que vous puissiez savoir qu'on existe, qu'on est là, puis c'est comment on fait pour se rejoindre finalement là-dedans. Les pigeons voyageurs. Les pigeons voyageurs. Mais c'est ça, on parlait, puis la fameuse question très épineuse du salaire. Je pense qu'on est vraiment très, très loin d'avoir un revenu universel garanti, mais ce serait ça la solution.
ce serait ça la solution, parce que moi, je veux dire, tu me donnes un revenu salaire minimum garanti, moi, je te fais du bénévolat tous les jours de la semaine, là, je veux dire, pas de problème, là, j'embarque, là. Donc, je pense que, tu sais, je veux dire, à part si on n'a pas ça, j'arrive pas à imaginer comment c'est possible. Puis tu sais, quand on parle de salaire, là, je parle pas d'un salaire, d'un beau salaire de gestionnaire, là, tu sais, je parlais d'un revenu salaire minimum. On n'était même pas capable d'avoir le salaire minimum au Haricot Magique, puis on était des gestionnaires, tu sais. Tu sais, ça marche pas, là. Puis, tu sais, puis les agriculteurs, c'est la même affaire, là. Tu sais, je veux dire, on a un projet dans lequel on a des valeurs, mais on n'est même pas capable de se mettre dans la boucle. Puis, je veux dire, on veut prendre soin de la nourriture, on veut prendre soin de l'agriculture, on veut prendre soin de la terre, on veut prendre soin des agriculteurs, mais nous aussi, on fait partie de la boucle, puis on n'est même pas capable de prendre soin de nous. Donc, je pense que là, il y a vraiment un enjeu grave. Mais je reste pleine d'espoir. Soyons pleins d'espoir. Puis on a effectivement pas abordé la question du rôle des institutions et du gouvernement dans tout ça, mais ce sera probablement peut-être le thème d'un prochain panel où on va ouvrir justement la période des questions. Donc, vous aurez peut-être la possibilité de poser cette question si ça vous intéresse. Mais je vous remercie tous les trois vraiment pour votre ouverture, puis tout ce qu'on a partagé ce soir. C'était vraiment... autant on a abordé ce qui est difficile, les enjeux, mais aussi on a des pistes d'espoir. Puis je pense que le message est de s'allier, puis de savoir s'entourer aussi. Puis le collectif est ultra important. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.